Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Eh bien, on va la célébrer avec une prof pas comme les autres. Ça n'est pas seulement moi qui le dis. Mathilde Lévesque est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire et programme d'histoire, c'est un 5 octobre que disparaissait l'aviateur Roland Garros. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, une autre bande dessinée adaptée d'un best-seller de la littérature jeunesse, Enquête au collège de Jean-Philippe Harou-Vigneault. Rendez-vous enfin avec le plateau repas de Sandra Ferreira. Comment prévenir la constipation et l'encoprésie. Restez à l'écoute. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Ok, on a triché en cette journée mondiale des enseignants en choisissant d'inviter Mathilde Lévesque pour rendre hommage à la profession, car à elle seule, elle incarne toutes les facettes de la prof rêvée, la culture et l'érudition. Elle est agrégée de lettres modernes et docteur S-lettres, le sens du service public, puisqu'elle enseigne dans un des plus gros lycées de Seine-Saint-Denis, et elle s'y dit heureuse d'avoir affaire à des élèves dont le sens de la discipline et le langage souvent fleuri en froisserait plus d'un. Enfin, la transparence. Elle a ouvert les portes de sa salle de classe à plus d'un, et notamment pour le documentaire Jeudi donc je suis, qui avait été diffusé sur France 2, et en plus avec elle on se marre, c'est une experte des punchlines, les siennes comme celles de ses élèves. Elle en avait même fait des livres. Il manquait pourtant une corde à son arc. Scénariste de bande dessinée, eh bien c'est chose faite avec la parution chez Payot Graphique du Lien, dont les dessins sont signés Mine Nguyen. Mathilde Lévesque, bonjour. Bonjour. Bonne fête des enseignants. Vous saviez que ça existait ? Non. Enfin, je le savais, mais je ne savais pas quand c'était. Eh ben, c'est le 5 octobre, vous n'oublierez absolument plus jamais. Le Lien, je lisais des articles sur les documentaires que vous aviez faits, sur des entretiens que vous aviez pu donner, et beaucoup insistaient sur la relation avec les élèves. Cette bande dessinée s'appelle Le Lien. Au fond, si on voulait dire l'essence du métier d'enseignant, c'est contenu dans ce mot. Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle ainsi. On vit une période un peu compliquée en termes de moyens, en termes de programmes surchargés, de réformes successives. C'est vraiment ce qui fait l'intérêt de notre travail. C'est aussi ce qui fait qu'on se lève le matin, et c'est ce qui fait qu'on arrive à bien des choses, parce que le contenu scolaire ou disciplinaire en lui-même ne passe pas sans ce lien qui est un lien humain, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'a pas été remplacé par des ordinateurs. Ouais, ce qui n'arrivera quand même peut-être pas demain. Vous avez fait un doctorat, je le disais, sur Cyrano de Bergerac, alors celui de la pièce de Rostand, mais surtout l'écrivain, pas forcément super connu d'ailleurs, assez ardu. Hermétique. Quel est comment vous vivez cette situation-là? Vous, justement, vous êtes à la fois chercheuse de très haut niveau, et en même temps vous êtes confrontée à des élèves avec lesquels vous allez faire de la grammaire, de l'orthographe, reprendre les bases. Alors, je ne suis plus chercheuse, j'ai tout abandonné quand j'ai commencé à enseigner dans le secondaire il y a plus de 10 ans maintenant. Et le lien, en l'occurrence, c'est très clair pour moi, puisque j'ai travaillé dans l'œuvre de Cyrano sur l'art de la pointe et de la construction du mot d'esprit. Donc, après avoir étudié comment ça fonctionnait... Ok, vous êtes allé voir des jeunes gens qui ont eux aussi un certain art de la répartie, c'est ça? Voilà, c'est ça. La bande dessinée enchaîne une série de scénettes, c'est saisi sur le vif, ça court tout au long d'une année scolaire, mais ça raconte aussi un lien éclipse et un lien qui se... reconstitue à chaque heure de cours quasiment. Oui, alors c'est un peu le risque et le défi, le pari chaque année pour nous, c'est d'arriver à maintenir ce qui fonctionne et d'essayer de construire ce qui dysfonctionne. C'est pour ça que je le dis au début de la BD, on peut lire chaque planche séparément parce que c'est des épisodes à part, mais on suit quand même certains élèves, Elena, Anis, à notre rythme à nous, c'est-à-dire les questions qu'on se pose, pourquoi cette colère, pourquoi cette souffrance, et on découvre ou non, la cause d'attitudes qui parfois nous échappent, avec des personnalités évidemment complexes à l'adolescence. Pour Anis, on découvre. Elena, je ne suis pas certain qu'on découvre. Alors Elena, on ne découvre pas, mais là, il se passe quelque chose quand même. Alors. Absolument. Ce lien, vous le dites également en introduction, peut-être une entrave. Oui, alors on a, je dis aussi, on vise la victoire et on doit parfois se contenter de l'échec. On est entravé par beaucoup de choses, le nombre d'élèves par classe, le peu d'heures de cours, l'abandon total, la disparition totale des psychologues, des médecins. En fait, on assume, on est avec eux. Oui, eux et nous, en on est tant très que professionnel, j'entends. On assume beaucoup de choses, les élèves se confient beaucoup à nous, les parents aussi, et voilà, c'est ce qui fait que c'est impossible, au-delà des copies et tout ça, de rentrer chez soi en ayant fermé la porte totalement, parce que ce sont des gens en souffrance. Mais d'autant plus que vous laissez votre téléphone ouvert, sans doute votre boîte mail, c'est quand même ce qui a changé de manière absolument massive par rapport à il y a une vingtaine d'années dans les écoles, c'est cette accessibilité permanente des enseignants.
Oui, mais de manière surprenante, les parents, par exemple, ne nous sollicitent pas sur nos téléphones personnels, bien sûr, puisqu'on n'en a pas de professionnels, mais les élèves s'en saisissent. C'est ça. Et à des fins tout à fait louables et nobles. Et donc, ils posent leurs questions, ils nous écrivent ce qu'ils n'osent pas nous dire. Donc, ça crée un autre type de lien en dehors de l'espace de la salle de classe, mais dans des proportions tout à fait raisonnables et supportables. Louable et noble, sauf quand vous n'êtes pas la bonne destinataire des textos. Ça donne quelques scènes assez drôlatiques. Il y a aussi Maïssa qui vous écrit « Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. » Réponse « Je vais bien, merci, mais j'imagine que mon état psychologique n'est pas le véritable objet de votre message. » Maïssa « En fait, madame, je vais être en retard, je me suis fait voler mon téléphone. » Ah oui, zut alors, mais alors vous m'écrivez comment en ce moment même ? Maïssa a quitté le groupe. Bon, bref, c'est juste pour donner un exemple, parce que c'est compliqué, mais c'est bourré de trucs rigolos et de punchline. Elle est énergétique, cette prof. C'est le commentaire d'une élève dans le documentaire. Je dis donc, je suis cette prof énergétique, c'est Mathilde Lévesque. On vous retrouve juste après l'anti-sèche. Bande de noirettes. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et en ce 5 octobre, vous avez décidé de revenir sur la disparition de l'un des plus grands aviateurs de l'histoire, Roland Garros. C'est du 5 octobre 1918 qu'il est question. 1888 plutôt. Oui, et il est né le 6 octobre 1800. Ah non, pardonnez-moi, attendez. Mais ouais. On parle de quoi? La disparition. Il ne serait pas mort par hasard le 5 octobre 1900. Oui. Pour une fois que je me plante pas sur une date. Bon, alors, je vais là. Non, mais voilà, ok. Quand est-il né? Il est né le 6 octobre 1888. Merci beaucoup. À La Réunion, à Saint-Denis. Donc, il passe son enfance en Indochine française avec ses parents. Ensuite, il rentre en métropole. À l'âge de 12 ans, le problème, c'est qu'il est atteint d'une pneumonie foudroyante. Et c'est là qu'il décide de se lancer dans une pratique intensive du sport, rugby, football. Pas de tennis, attention, et même à un sport de haut niveau. Là, bon, il découvre le tennis, mais sans plus. Pas de tennis pour le stade Roland-Garros. Oui, voilà, oui, on en parlera juste après. Il ne faut pas faire de tennis. Oui, après voilà. Alors plus tard, il ira justement chercher cette terre qui lui manque dans les hauteurs. Mais avant d'être un as de l'aviation, Roland-Garros, c'est surtout un as de la mécanique. Il fait des études HEC quand même. Dès qu'il sort de ses études, il travaille comme vendeur de voitures. Ensuite, il fonde sa propre entreprise. Et son intérêt pour l'aéronautique vient surtout de ses lectures de Jules Verne en tant qu'enfant. Et ensuite, surtout en 1909, avec la première traversée de la Manche de Louis Blériot en 1909. Il s'achète immédiatement un appareil, il apprend à le piloter et il passe son brevet très rapidement. Il devient très vite un as de l'aviation, comme on disait à l'époque. Il se fait un nom qui enchaîne les courses, les meetings et surtout les records. Et oui, 6 septembre 1911, il bat le premier record d'altitude avec 3910 mètres après avoir décollé de la plage d'Oulgat. Il étonne évidemment par son audace, son inventivité. Il devient une véritable vedette de l'aviation. On a des milliers de personnes par centaines en Europe, en Amérique du Sud, qui se pressent pour suivre ses évolutions techniques. Ensuite, il a évidemment une ambition très très importante. Il voit très haut Roland Garros. Et il se lance un nouveau défi, traverser la Méditerranée. Du jamais vu à l'époque. Du jamais vu à l'époque, ouais. Effectivement. 23 septembre 1913, il a 24 ans et il va relier Saint-Raphaël à Bizerte en Tunisie avec son monoplane, une épopée de près de 8 heures. Alors il part à 5h47 avec 200 litres d'essence et 60 litres d'huile de ricin. Ça c'est assez particulier. Alors pour économiser justement son carburant, il décide de voler au-dessus de 2500 mètres d'altitude parce que c'est là que la résistance de l'air est plus faible. Le problème, c'est qu'au bout d'une heure, il a un problème technique. On a une pièce du moteur qui se détache. Il réussit quand même à continuer sa route, continuer son vol plutôt. Alors, il continue et là, il arrive ensuite à Bizerte en Tunisie au bout de 7h53, 780 quasiment à sec, c'est ça? Oui, quasiment à sec, 5 litres de carburant seulement. Et c'est l'un des chouchous du tout Paris, un peu partout dans le monde entier, seulement 4 ans après le premier vol de son chouchou, Louis Blériot. On est en 1911 donc, 3 ans plus tard, la guerre, et la guerre, il va la faire. Il entre encore un peu plus dans la légende parce qu'il s'illustre de manière assez éclatante. Effectivement, c'est un véritable héros militaire parce qu'il n'était pas obligé de s'engager durant la Première Guerre mondiale. Il est né à Saint-Denis de la Réunion, il était totalement libre, mais il s'engage quand même, il pense à la France. Il devient pilote de chasse durant la Première Guerre mondiale, il prend même part à une invention qui va vraiment changer le cours de la guerre. À l'époque, il faut dire que l'armement des aéronefs est quasi nul, ou presque. Roland Garros, il contribue à mettre au point le tir de mitraillette vers l'avant à travers l'hélice. Il a d'abord tenté l'expérience avec un pistolet en tirant sur un ventilateur. Ça fonctionne,
c'est une révolution. Avec son compère, il lance cela durant la Première Guerre mondiale. C'est extrêmement risqué quand même. Imaginez quand même, il tente on imagine un très premier bien. vol et il va quand même réussir. On a imaginé tout de suite. Il va réussir à battre quand même 5 avions allemands. Et il faut savoir qu'avant ça, les avions, les pilotes tiraient à travers la fenêtre avec leur revolver, tout simplement. Donc les risques étaient extrêmement très importants. On a malheureusement son innovation qui va tomber entre les mains des Allemands, puisqu'il va être prisonnier, évidemment, et donc malheureusement ça va compliquer. Donc l'invention sera du côté allié et du côté ennemi. Il s'évade au bout de 3 ans, déguisé d'ailleurs en officier allemand. Le problème, c'est qu'en captivité, sa santé s'est sérieusement dégradée. Pourtant, il décide de repartir au combat. Effectivement. Malheureusement, cette audace lui sera fatale. Le 5 octobre 1918, à la veille de ses 30 ans, il est abattu au-dessus des Ardennes par un Fokker allemand qui a utilisé la technologie de Roland Garros. C'est l'ironie de l'histoire, quand même assez tragique. Roland Garros aussi était un membre assez important et un membre éminent du Stade français, ce club mythique de rugby, et un ami aussi d'Émile Le Sueur. 10 ans après sa mort, en 1928, on choisit un nouveau stade qui est créé à Paris pour accueillir la Coupe Davis française. Et là, on décide de rebaptiser ce nouveau stade Roland Garros en cet hommage. Et depuis, évidemment, ce stade est mythique et célèbre dans le monde entier. C'est assez particulier quand même pour quelqu'un qui avait joué au tennis sur terre battue et qui n'a jamais joué au tennis. Merci beaucoup, Brandon. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Grand oral, Mathilde Lévesque. Il y a eu chez First, LOL est aussi un palindrome, journal d'une prof au bord de la crise, entre parenthèses, de rire. Figures stylées, les figures de style revisitées par les élèves, expliquées par leurs profs. Et puis chez Payot, la tête haute, guide d'autodéfense intellectuelle. Et chez Plomb, un dictionnaire amoureux de l'éloquence. Voici chez Payot Graphique la BD Le Lien que Mathilde Lévesque signe avec Mine Nguyen. Dans les scènes, Mathilde, les plus drôlatiques, il y a toutes celles qui renvoient au manque de moyens, avec notamment le running gag de la photocopieuse toujours en panne, du rétroprojecteur qui tourne de l'œil. Dans la vraie vie, vous en riez ? Non. C'est ça. Vraiment. Soyons clairs, non, pas du tout, c'est pas drôle. Quand on nous dit c'est dur d'enseigner dans ces lycées-là, c'est pas du tout pour les raisons qu'on croit. Les élèves sont présents, on compte pour eux, ils comptent sur nous. Mais ce qui est difficile, c'est ça. C'est l'état des locaux, l'état du matériel, les transports. On arrive au bout du rouleau à 7h30, ça ne fonctionne pas. Le stress vient beaucoup de ça. Ouais, état des transports pour les élèves aussi, parce que quand ils sont punis à cause d'un retard, mais qu'il n'y a que 2 bus par heure, c'est pas... même du mal à les punir vous-même. C'est ça. Malheureusement, on est obligé de mettre un règlement parce que sinon c'est ingérable. Et effectivement, ils sont eux-mêmes les premières victimes des problèmes de transport qui sont encore à peu près corrects pour Aulnay. Mais les étudiants qui viennent de loin font parfois jusqu'à 2 heures de trajet par jour. Le manque le plus criant, vous l'avez dit en début d'émission, ce sont les personnels pour s'intéresser aux élèves, mais comme individus, donc les assistantes sociales, les psys de l'éducation nationale, etc. Dans un établissement comme Voilhomme à Aulnay-sous-Bois et au-delà dans l'éducation prioritaire, c'est ça le problème majeur. Au fond, les profs sont là, ils sont au rendez-vous, ils travaillent ensemble, mais on n'arrive pas à s'occuper des enfants. Il y a quand même du monde. Le problème, c'est que s'il n'y avait pas suffisamment de gens dans le lycée, mais qu'il y avait à l'extérieur, notamment pour les suivis psychologiques, post-Covid notamment, ça irait. Mais nous, on a 2400 élèves et on a une assistante sociale et demie. Voilà, donc on se bat des courriers, mais on n'est pas tout seul non plus. Donc évidemment, il faut, on ne cesse de le dire, il faut plus de moyens humains pour un meilleur suivi, puisque d'autant plus que ça n'existe pas à l'extérieur. C'est un désert médical. Effet Covid, vous l'avez vu très fort ? Ah oui. On l'a vu parce qu'ils étaient présents en cours à distance. Alors franchement, c'était pas sexy pendant tout le Covid. Et là, ils en parlent beaucoup. Ceux que j'ai maintenant, moi, été au collège. Et j'ai des textes d'une puissance sur je trouvais ça cool d'être à la maison et puis en fait j'ai régressé, j'ai perdu ma vie sociale. Non, je pense qu'on a beaucoup d'élèves qui... Alors les gens parlent plus, les élèves comme les autres, ça c'est bien, mais je pense qu'ils ont été très très affectés par cette période-là. Les collègues sont assez présents dans la BD, les élèves beaucoup. L'administration, sauf erreur de ma part, quasiment pas. L'administration ou la direction La direction. Oui, alors c'est devoir de réserve ou c'est parce que dans la vraie vie, finalement, il y a quand même 2 mondes. Il y a le monde des enseignants, la salle des profs, etc. Puis de l'autre côté, il y a le monde... Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que, me concernant l'administration, donc tout ce qui est secrétariat, ce sont mes amis, donc j'ai un lien avec elles qui ne dit rien de l'administration. Et elles travaillent beaucoup, mais ça ne présente pas peu d'intérêt de les montrer en train de classer des dossiers. Et un peu même chose pour la direction. C'est-à-dire que les rapports qu'on a avec eux sont soit des discussions du quotidien, soit des choses très techniques.
Pareil, je vous ai épargné les discussions techniques de prof à proprement parler. C'est des échanges professionnels et il fallait quand même que ça parle au plus grand nombre. C'est pas vrai, vous avez des échanges devant la machine à café qui sont tout à fait éloquents. Il faudra que je retrouve la page. Oui, mais la priorité, c'est la réparation de la machine à café sur cette planche, pas le subjonctif. Vous allez le voir, mais je pense qu'on le voit à peu près. Il y a la machine rêvée par les élèves. Hein, donc on est ambiance quoi, Marquise de Merteuil ou époque, voilà. Et puis on a la vraie machine à café de l'autre côté. Vous avez toujours rêvé d'être enseignante? Oui, toujours. Vous avez vu comment? Je sais pas, je sais pas. J'ai toujours été très proche de mes profs. J'ai toujours aimé apprendre des trucs aux gens. Je sais pas. C'était mais depuis tout. D'aussi loin que vous vous souveniez. Oui. Et aujourd'hui, vous le disiez vous-même, il y a de moins en moins de candidats à l'enseignement, de plus en plus de démissions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour celles et ceux qui, comme vous, n'ont pas cette vocation immémoriale? Rendre déjà le métier attractif. Je crois que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps William Lafleur, qui était un enseignant très engagé, très suivi. Qui a fini par démissionner. Voilà, donc lui, c'est vraiment la preuve que les plus forts, les plus résistants finissent par tomber. Mais c'est à cause de tout le reste. C'est pas notre métier. Bon, c'est pas de revalorisation salariale, évidemment, mais aussi des conditions, on va dire, matérielles très difficiles. Ce qu'elle disait un peu, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'effectivement, il y a des questions de salaire, mais d'une certaine manière, les conditions quotidiennes, les conditions de travail quotidiennes, le respect quotidien, c'est au moins aussi important. Oui, et puis c'est aussi faire un métier qui nous coûte, on travaille loin, dans des conditions, donc encore une fois, qui ne sont pas toujours très faciles. Et dès qu'on sort de chez nous, on s'entend dire qu'on est des feignants, vous connaissez le discours sur les profs. Donc au bout d'un moment, ça pèse un petit peu, d'où l'espace très très sacré, privilégié. On vous le dit vraiment que vous êtes des feignants ou pas? Parce que dans les études d'opinion, il y a un effet de ciseau entre les enseignants et les journalistes. Donc c'est pour ça que je le connais un petit peu. C'est que les enseignants ont l'impression que tout le monde les déteste, alors qu'en fait, dans les sondages, les gens ont beaucoup de respect pour le métier. Alors les journalistes, nous, on croit que tout le monde nous aime, alors qu'en fait, tout le monde nous déteste. Je pense que depuis le Covid, on est remonté un petit peu dans l'estime des parents. Non, globalement quand même, les vacances, c'est pas un métier, par exemple prof ou médecin, c'est pas du tout quand même la même représentation sociale. Donc on se replie sur nos élèves et notre espace à nous, qui est la salle de classe. Et sur le lien qui est décrit merveilleusement dans cette bande dessinée, c'est chez Payot Graphique. Quand je suis arrivé à Voilhomme, j'ai surtout été marqué par la taille du lycée. C'est un des plus grands du 93. Plus de 200 profs. Mes collègues ne m'ont rien dit, ni en bien ni en mal, juste que j'y serais bien. Extrait d'un entretien que vous aviez donné dans Téléstar en 2019. C'était à l'occasion du documentaire. On vous retrouve, si vous voulez bien, juste après la récré. Bande noirette. On redescend d'un cran avant le lycée, le collège. Rebonjour Brandon. Bonjour Emmanuel. Et aujourd'hui, vous nous présentez une autre bande dessinée que le lien, c'est chez Gallimard, Enquête au collège. On avait reçu Jean-Philippe Arouvigno, auteur absolument mythique de justement Enquête au collège, version roman. Effectivement, l'adaptation, il est de retour, cette adaptation de cette série de 8 romans absolument magnifiques. C'était un best-seller, 2 300 000 exemplaires, ça avait cartonné. Cette fois-ci en collaboration avec Joël Legare. Alors avant, c'était avec Serge Bloch au départ, effectivement, qui avait déjà collaboré sur les non moins célèbres Max et Lily ou Sam Sam, mais Joël Legare aussi avait fait des romans et des adaptations assez célèbres. On a cette série donc Enquête au collège. On retrouve évidemment ce trio de choc. On a Rémi, on a ce cancre, on a aussi évidemment Pépé Cuvert, lui qui est un intellectuel en avance sur son âge. Mathilde, la belle-fille aussi, qui a beaucoup de caractère, voilà. Et donc depuis 30 ans, le trio de choc ne quitte plus cet auteur. Enquête au collège, qui commence toujours par un événement au collège Chateaubriand. Oui, voilà, on ne change pas de lieu, ça se passe ici. Monsieur Cornu, c'est l'agent d'entretien. Mais il s'est pris un coup. Et oui, il a assommé l'agent d'entretien. Évidemment, on a le directeur de l'école qui va tout faire pour trouver les coupables. Alors, il va chercher le coupable, le directeur, mais uniquement parmi les internes, les élèves internes. Le trio de choc, évidemment, ne va pas se laisser faire et va lui-même essayer de trouver la vérité, évidemment avec des problèmes semés d'embûches tout au long de leur parcours et peut-être aussi risquer un conseil de discipline. Et vous verrez que c'est encore plus subtil que dans les romans. Là, c'est l'enquête un peu plus difficile pour le trio de choc. Si vous avez aimé quand même les romans, là, vous allez évidemment adorer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait la relation entre Rémi et Mathilde, relation un peu amoureuse, mais c'était très subtil dans les romans. Et là, c'est un peu plus explicite. Donc justement, si vous avez aimé, vous allez les retrouver. On a quelque chose d'intéressant. Il y a des regards et tout et tout. Et oui, il y a quelque chose. Donc c'est ça qui est intéressant. En bande dessinée, l'image est directement plus parlante. Ce qu'on retrouve, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre enfin un visage quand même sur ce trio de choc. On a ce Pépé Cuvert, ce petit, qui est un peu corpulent. On retrouve aussi Rémi, le grand dadé, et Mathilde toujours aussi jolie. Même on l'imaginait comme ça dans le roman. Parmi les inspirations, ça c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'inspirations très modernes. C'est très
contemporain, très 2023. On a aussi beaucoup de références. Si vous avez ces références, bon, vous, j'imagine, Emmanuel, le Club des 5. Ça c'est quand même traité. Enid Blyton. Non, il fait un truc dans le genre, vous, Emmanuel, non, il y a un truc sur l'âge. Ouais. Non, on a dû... le Club des 5, bien sûr. Exactement, Enid Blyton. Ça a commencé après ma naissance, hein, mais bon, je l'ai lu à mes petits-enfants. On retrouve beaucoup d'Harry Potter aussi, pour le côté mystérieux, le côté huis clos. On a aussi du Sampé, avec le petit Nicolas, ça c'est un peu partout. Tout au long, voilà, les habitués vont adorer, les nouveaux ne pourront plus évidemment se passer de ce trio de choc. Ça vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Alors franchement, on parle pour les 8-12 ans, franchement c'est pour les petits et les grands. Moi j'ai adoré, et donc allez-y, ça vient de sortir, c'est succulent. Voilà. Super. Allez-y. Merci beaucoup. Chouette récré. Grand Oral, Mathilde Lévesque, une autre BD. Le lien, cette autre BD signée Mathilde Lévesque. Les dessins sont de Minh Nguyen. Et on vous reçoit à l'occasion notamment de la Journée mondiale des enseignants. On met quand même beaucoup parce que vous avez sorti cette super BD. Une source inextinguible de plaisir depuis longtemps pour vous, c'est l'invention langagière de vos élèves. Vous en avez fait un bouquin. D'ailleurs, LOL. Oui, alors c'est l'invention langagière, pas tellement dans la création des mots, parce que là ils sont quand même à l'origine. Ils en créent quelques-uns, il y en a un ou deux qui vont. Ils en créent quelques-uns, et de manière générale, d'un point de vue générationnel, les innovations viennent souvent des jeunes. Des jeunes et des jeunes de banlieue. Oui, absolument. Parce que le wesh qui est associé à eux, c'est quand même bien exporté ici même à Neuilly, hein, et moi je le vois dans d'autres milieux scolaires. Ouais. Non, c'est plus sur cette. Ce qui m'impressionne chez eux, c'est déjà dans LOL en 2015, c'est cette capacité à rebondir et à répondre de manière juste et percutante, souvent de manière à réorienter un peu le débat en réalité et à casser quelque chose qui pourrait amorcer un conflit. Au contraire, voilà, de répondre, d'être brillant, d'être pointu et donc de réorienter le contexte d'énonciation. Vous, de temps en temps, c'est vous qui les vannez. Ah bah oui. Ouais. Oui. Mais au risque parfois de faire un peu mal. Il y a une scène. Oui, au risque parfois de faire. Alors ça, c'est sur l'adjectif fragile, mais c'est qu'on n'arrive pas toujours à aller aussi vite qu'eux. Hein. Il y a des mots chez eux qui ont complètement changé de sens. Par exemple, pour eux, pathétique, t'es pathétique, c'est vraiment un signe de mépris. On a perdu toute l'origine de compassion. Et résultat fragile, pour eux, t'es un fragile, tu vaux rien. Donc évidemment, résultat fragile, pour nous, on fait un effort, on dit pas des choses qu'on disait avant, hein, il y a des décennies, hein, c'est nul, c'est mauvais, donc résultat fragile, et on s'est rendu compte que c'était extrêmement blessant pour eux. Donc oui, je commence souvent, ça fait partie du cadre de début d'année, c'est moi qui les bâche d'abord, voilà, plutôt que de punir, plutôt que de crier, et ils s'approprient assez vite ce mode de fonctionnement. Chose, donc je suis quand même obligée de l'accepter envers moi aussi. Parce que en loose day, si je puis me permettre, vous en profitez pour leur faire étudier quelques petites figures de style aussi. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah oui, non, alors ils sont de toute façon pas fascinés par les figures de style. Hein, ça, c'est vraiment. Oui, ils ont des dadas comme ça, la mythologie, alors qu'ils l'ont faite en 6e, ils s'en souviennent. C'est resté. Les figures de style et certains livres, toujours les mêmes, quel que soit. Donc métonymie, synecdoque et compagnie, tout ça. Oui, alors pas forcément celle-ci. Oui, la métaphore, le champ lexical. Champ lexical. Ouais, le champ lexical. C'est des choses qui restent, c'est très troublant. Et pourquoi certains livres les marquent tous et d'autres pas du tout. Nos et moi, Delphine de Vigan, à fond. Antigone d'Anouilh, à fond. Mais pas Antigone, ça fait longtemps que ça marque quand même. Oui, mais pourquoi est-ce que Auchan de Maupassant, qui est une nouvelle magnifique, ne les marque pas? Enfin, c'est vraiment année après année les mêmes. J'ai pas encore d'explication là-dessus. Vos élèves, ils sont bravaches, ils sont provoques, mais au fond, on les sent très insécures, très fragiles en vrai, au sens oui, mais du terme. Ça va ensemble. Hein, la provocation, comme l'indique son étymologie, c'est un appel. Hein, donc, en provoquant, on appelle à l'aide, on cherche à attirer l'attention. Et donc, on essaie, nous, de faire en sorte que cette voix ne se perde pas dans le désert et qu'on puisse entendre l'appel à l'aide, qui est très souvent dissimulé sur tout un tas de choses. Mais ça, c'est le principe de l'adolescence. Donc, parfois, le message est un peu brouillé, notamment derrière de la colère ou ce qui peut être perçu comme de l'insolence, ou qui en est d'ailleurs parfois. Mais c'est quand même pas... L'insolence n'est pas la preuve d'un élève qui nous ignore. Donc ça prend du temps. Il est là et il veut qu'on le sache. Il veut qu'on le sache et qu'on ne l'oublie pas. Juillet dernier, la mort de Naël, son assassinat, les émeutes. Comment vous, en tant qu'enseignante dans le 93, depuis longtemps, contente d'y être, on se dit quoi? On se dit c'était écrit, on se dit que ça fait de la peine qu'ils s'attaquent aux écoles. Comment vous avez vécu ça? Ça vous a forcément touché?
Oui, ça m'a touchée, mais c'est beaucoup trop tôt pour que je puisse Pour mettre des mots là-dessus. mettre des mots et dire ce que j'en pense. Et surtout, j'ai pas assez le temps. C'est très complexe. Ouais. Et voilà, évidemment, nous, on ne voit pas les émeutes. On est dedans, hein, et on voit pas du tout de la même façon que de l'extérieur. Et on sait, voilà. Mais en plus, l'instruction est en cours. Voilà. Donc, je préfère pas m'exprimer là-dessus. Je pense que c'est extrêmement complexe et que tout le monde ferait bien de faire comme moi et de réserver son jugement le temps qu'on sache exactement de quoi il en retourne, parce que c'est tout un quotidien qui est questionné par ce genre d'événement et on ne peut pas régler ça en 2 phrases, quoi. On peut en tout cas non pas le régler en 2 phrases, mais en parler en je ne sais pas combien, un certain nombre de cases de bandes dessinées et un tas de bulles, le lien. Mathilde, merci 1000 fois de nous avoir accompagnés dans cette émission. Vous restez, on va aller à la cantoche. C'est comment la cantoche à Voilon ? Ah, c'est très bon. D'ailleurs, merci au chef, si jamais il me voit, c'est très bon. Il s'appelle comment le chef ? Il s'appelle Monsieur Cadran. Monsieur Cadran, c'est super bon chez vous. Et si vous voulez bien, on va regarder le plateau repas de Sandra Ferreira. Brandon, merci beaucoup. Merci Manuel. Sandra. Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste pour Plateau Repas. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez aujourd'hui nous parler de constipation et d'encoprésie. Tout à fait. Vous ne savez pas ce qu'était l'encoprésie, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'encoprésie. C'est quand on se retient d'aller aux toilettes, enfin qu'on a peur de... Et il y a l'encoprésie, un petit truc en plus qu'on verra après. Mais effectivement, je vois que... s'y connaît très bien. Bravo. Le français quand même. Bah oui. Dites-nous ça très traumatisant que des enfants se... Bien justement, on va parler de ça, des éventuelles solutions. C'est pour ça qu'on en solutions. parle en fait. En fait, déjà, qu'est-ce que la constipation ? Parce qu'il y a vraiment la constipation et l'encoprésie qui vient après la constipation. Si vous observez que votre enfant ne va pas à la selle ou n'y va qu'1 à 2 fois par semaine, ou s'il va régulièrement aux toilettes, mais qu'il a du mal à émettre la selle, qu'il a mal au ventre, qu'il a des selles volumineuses ou, à l'inverse, toutes petites, mais très très dures, votre enfant souffre probablement de constipation. Alors le problème, c'est que la douleur, et c'est ce que vous disiez justement, peut faire que l'enfant va se retenir et ça va même causer d'autres conséquences dont on parlera sur la fin de la chronique. Sachez que la constipation, c'est le plus souvent dû à un problème fonctionnel qu'un problème organique. C'est-à-dire que c'est pas dans le corps, quoi. Voilà, c'est pas des maladies. C'est rarement chez l'enfant une maladie ou une malformation. Et comment ça s'installe alors ? Alors ça s'installe tout simplement ou à cause de l'alimentation. Bon, quand c'est ça, je vais vous donner des solutions juste après, bien évidemment. Ça, c'est le moment où elle me fait manger des légumes. Ah bon ? Ouais. Ben oui, c'est vrai. Ou à cause de médicaments. Ça peut être la prise de certains médicaments. C'est une constipation qui va être passagère au final. Et le parent est rassuré. Et puis ce à quoi Mathilde faisait référence ? La vie en collectivité. Ouais. Et oui, la vie en collectivité. Des toilettes sales qui font que l'enfant va se retenir et va attendre le retour à la maison. Ça peut être aussi qu'il est pris par un jeu. Il se retient, la récré, il veut pas. Et puis après, arrivé en classe, il n'a pas le droit d'y retourner. Alors là, il se retient. Voilà, on est mal parti. Alors les conseils, si mon enfant souffre de constipation. Alors si on parle d'alimentation, vous le saviez déjà, Emmanuel, une alimentation riche en fibres. On va lui dire manger des fruits, des légumes. Enfin, on va pas lui dire, on va lui faire manger des fruits et des légumes. Des légumes secs, tout simplement, des lentilles, des haricots secs. Les enfants aiment bien même sous forme de purée. C'est très très bon. Des féculents, mais plutôt complets ou semi-complets. Donc ce sont des pâtes et du riz qui ont une couleur un peu plus foncée. Et on évite tous les aliments qu'on prend quand on a eu le gastro, donc carottes, bananes, riz blanc, etc. Exactement, cuisine avec l'huile d'olive. Et on donne de l'eau, on fait boire, parce que pour que la selle soit bien volumineuse, il faut boire. Pourquoi pas de l'eau de départ, qui est une marque particulièrement riche en magnésium et qui va aider à aller à la selle. D'accord, plus qu'Evian, plus que Vitel. Oui, complètement. L'Épar va être riche en magnésium. Et l'activité physique. Eh oui. Le sport. Faire du sport, bouger, marcher, ça va aider aussi à la constipation. C'est essentiel, parlons-en quand même, d'avoir des toilettes confortables pour votre enfant, déjà chez l'adulte, mais alors chez l'enfant encore plus. Il ne faut pas qu'il se sente dérangé, il faut que les pieds touchent le sol ou il faut mettre un petit marchepied pour que l'enfant puisse avoir tout ça, c'est physiologique. Là, c'est physiologique. Oui, c'est vraiment sérieux pour qu'il puisse poser ses pieds. Et puis, vous pouvez aussi le rassurer. Et ça, c'est important. Quand on parle du petit enfant, comment on le rassure ? Lui expliquer tout simplement ce que tu manges. Il y a une partie qui est pour te donner des forces. L'autre partie, elle ne sert à rien. On va l'évacuer. Il faut l'évacuer. Comme on vide la poubelle de la cuisine, on va vider la poubelle de ton ventre. Voilà, il faut lui parler avec des mots de ce type-là. Si ça marche pas ? Si ça marche pas, là, ça vaut le coup d'aller voir le médecin et de voir avec lui. Là, c'est lui qui décide. Il va prescrire un lavement ou un laxatif doux.
Et alors, notre encoprésie, qu'est-ce que c'est? Alors l'encoprésie, je vous la cite, c'est défini par des émissions fécales répétées dans des endroits non appropriés, les vêtements, le sol, involontaires ou délibérés chez un enfant de plus de 4 ans, parce que quand ça arrive avant... Et si on en parle avec la constipation? C'est parce que ça arrive après une constipation durable. En fait, l'enfant a tellement peur, il a mal qu'il retient, pour peu qu'il ait une fissure anale, il a vraiment très très mal, et il se retient tellement que, en fait, le corps ne sait même plus qu'il fait de la rétention de sel, en fait. Il ressent plus cette envie d'aller aux toilettes. Sauf que les selles sont là, donc ça lâche. Et à un moment, ça part. Ça part, et ça arrive souvent, malheureusement, le jour. Et en milieu scolaire, ça peut poser problème. Les moqueries des enfants, etc. Et c'est un enfant qui est en bonne santé. Mis à part ça, il y a juste ça. Il est en très bonne santé. Il a une vie active. Il existe aussi un autre type d'encoprésie par débordement, mais qui est sans constipation. Là, on est dans une cause plus psychologique, un divorce, un traumatisme. Et là, on est dans complètement autre chose. Les changements de niveau à l'école, non? Les changements de niveau aussi. On change, on passe de la primaire, maternelle au CP, maternelle, CP, primaire, collège, parce que ça peut arriver même assez tardivement, l'encoprésie. Et pour l'encoprésie, on a des solutions alimentaires. On veut ou pas? Ça va être comme la constipation. Il faut rassurer l'enfant, en fait, réussir à émettre cette selle et donc des fibres, de l'eau et une alimentation équilibrée. Et puis le rassurer, vraiment communiquer. C'est important de lui expliquer la physiologie du corps. Sandra, merci beaucoup pour cette chronique extrêmement importante. Mathilde, merci beaucoup. Merci à vous. Le lien Mine Nguyen, Mathilde Lévesque, c'est chez Payographique, c'est super. Très belle chronique sur la vie d'un établissement scolaire et sur la vie des enseignants en général et celle des élèves qui sont de toute façon au cœur de ce lien. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et puis en régie Emma Frari, Saïd Mamou pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.